Bon, ben, salut. J'ai décidé de faire une petite vidéo pour revenir sur l'activation du SSH, étant donné que certains ont été un petit peu pris au piège dans l'examen. Par rapport à ça, ça a fait émerger peut-être certains éléments qui sont pas suffisamment détaillés dans la présentation initiale. Donc, dans votre chapitre 11 actuellement, vous aviez 4 étapes pour activer le SSH. Donc, ça disait, après avoir configuré le nom du périphérique, spécifier le nom du domaine avec la commande IP domain name. Donc, il fallait rajouter le nom de domaine parce qu'on se rappelle que les clés sont générées par rapport au domain name et au nom du hostname. Donc, c'est comme une combinaison des deux qui sont comme l'élément qui est utilisé pour générer les clés à la base. Une fois que ça c'est fait, on peut générer les clés. À ce moment-là, le SSH fonctionne. Donc, le crypto-key, à partir du moment qui a été généré, automatiquement, ça active le serveur SSH. Donc, déjà, on peut faire de l'accès distant. On n'est pas obligé d'aller créer un username, non plus d'activer le login sur les lignes VTY. C'est pas non plus nécessaire de faire les deux. Je vais d'ailleurs vous faire la démonstration là, des petites variations qui sont là. C'est naturellement une bonne pratique de le faire. Bon, pour dans l'examen, euh, il y a quand même des subtilités. On ne parlait pas nécessairement de lignes VTY dans l'examen. On parlait des interfaces, je crois. Par rapport à l'authentification, on parlait d'ajouter un serveur d'authentification. Ben, ici, quand on fait une entrée avec un username, on fait de l'authentification locale, hein. On n'a pas créé de serveur, là. On a juste ajouté dans notre banque locale un username. Donc, c'est vraiment de l'authentification locale. Puis, il y a aussi la commande transport input SSH, hein, qui vise à désactiver l'accès telnet. Donc, si on ne fait pas cette commande-là, ben, au fond, Telnet demeure disponible comme connexion. Quand on insère le contrôle par SSH, mais naturellement, on veut s'assurer que l'accès se fasse que par SSH, hein, pour sécuriser vraiment correctement nos accès. Donc, ce que je vais faire, c'est qu'on va aller dans Packet Tracer. Dans Packet Tracer, je vais m'ajouter un routeur, bien simplement, puis une station. On va les relier avec le gigabit 0 au Fast Ethernet. Et on va s'en aller tout de suite. D'un côté ici, je vais mettre la configuration de mon routeur. Donc on va aller en ligne de commande. On va le garder top. Puis de l'autre côté, je vais aussi ouvrir l'ordinateur. Puis lui, on va aller configurer ici. Donc pour faire simple, on va se configurer 192.168.0.2. Subnet, on va prendre un /24. Puis pour le défaut de gateway, bah, on n'a pas vraiment de besoin en ce moment de toute façon de faire cette configuration-là. Du côté du routeur, on va aller en configuration. Ici, première chose, on va aller activer notre interface gigabit. On va lui mettre une adresse IP. 192.168.0.1 255 255 255 0. Puis on va le mettre actif. Donc là c'est bon. Si on regarde, tout le monde est actif maintenant. Là on s'en vient pour voir pour pouvoir faire l'accès SSH. Donc comme je vous ai dit, on a deux choses à faire. Mais premièrement, ça suppose qu'on a bien fait les choses, le hostname. Ah, juste pour le fun, je le ferai pas le hostname. On va voir qu'est-ce qui va arriver. Donc on va commencer par faire le IP domain. Puis on va lui donner juste un domain name comme ça. Puis on va essayer ensuite de générer nos clés. J'ai bien dit essayer. Donc,
là, il n'est pas content. Il dit tu peux pas utiliser router comme hostname parce que, comme on disait, c'est des éléments qui sont utilisés. Naturellement, le domaine name est souvent le même partout pour les stations. Donc, si vous avez tout le hostname par défaut, ça ne marchera pas. Donc, on va lui donner un hostname différent. Voilà. Donc, ça c'est fait. Je réessaie de faire mes clés. Puis, tiens, je vais lui donner un module. C'est fait. Donc, théoriquement, là, j'ai pas encore mis de username, j'ai rien fait, j'ai pas configuré mes lignes externes. Je devrais pouvoir aller avec l'utilitaire externe, ici SSH, me connecter. Donc je peux aller par l'adresse IP, ça va être plus vite. Puis username, ben tiens, nobody. Mais il me demande un mot de passe, je fais Enter et je suis dans le routeur. Okay. Bon, naturellement, là, je suis un peu limité parce que, heureusement, si je fais des commandes comme enable, il refuse parce que j'ai pas sécurisé mon routeur euh, au niveau de la configuration privilégiée. Là. Fait qu'il va pas m'autoriser à y aller parce qu'il n'y a pas de mot de passe. Mais je suis quand même capable de faire des show IP route, mettons. Là. Ça, je serais capable de voir des choses quand même. OK. Donc là, j'ai capable de faire mon accès sans mot de passe, sans user. Et aussi, je vais vous montrer une autre chose. Donc si je m'en viens ici, enable, puis que je mets un mot de passe, secret, puis class. Je m'en viens ici, puis que j'essaie de faire mon accès. Encore une fois, nobody. Enter. Je suis rentré, mais cette fois-ci, là, je peux rentrer en mode de configuration puis faire mes affaires à distance. Mais je vous rappelle que je suis rentré là sans être limité. Donc là, ici, le mot de passe, j'ai une classe, je pense. Donc, je peux rentrer maintenant en configuration à distance. OK. Donc ça, c'était juste pour le fait là, que le enable, il passait pas tantôt. Maintenant, dans le routeur, on va aller qu'est-ce qu'on pourrait faire en premier? On va aller mettre de l'authentification. Donc, username, Bob, et on va mettre le mot de passe class. Je ne vais pas faire compliqué. Puis, on va activer ce login-là quand on va utiliser les lignes externes. Donc, line VTY04. Et on va faire notre login local. Excellent. Donc, ça, c'est rentré. Ce qui veut dire que maintenant, on va fermer cette session-ci. Et on va essayer de... On va sortir de celle-là ici. On s'en vient, on retourne 192.168.0.1. Puis on essaie... Ben, apparemment, on peut essayer avec nos bodies. Encore. Bon, si je rentre avec nobody, il me demande encore un password. Maintenant, si je fais Enter, naturellement, il refuse le mot de passe Enter. Et ça n'arrivera jamais à se connecter. On revient. C'est plate qu'il ne garde pas les informations, par exemple. 192.68.0.1. Et on veut se connecter avec Bob. Bob, le mot de passe est classe. Maintenant, on est connecté. Puis je peux faire de la configuration à distance. Mais cette fois-ci, au moins, j'ai de l'authentification locale qui a été faite. Ça ne m'empêche pas de faire mon accès par Telnet. Donc si je m'en viens ici par Telnet, 192.168.0.1, donc même si j'ai configuré SSH, Telnet est encore valide. Fait que là, je rentre Bob, puis on me la demande deux fois. Password, c'était classe. Je suis rentré. Donc, je suis rentré par Telnet. Même s'il marque SSH ici, là, la façon dont je suis rentré, c'est vraiment Telnet. Donc,
On va aller fermer cet accès-là. C'est à ça que sert la commande qu'on avait d'aller marquer transport input SSH. Donc là, ça vient de limiter les connexions par SSH seulement. Donc je m'en reviens ici, j'essaie de me connecter telnet. Puis il refuse, il n'y a rien à faire, j'arriverai pas à me connecter. Donc la seule façon de me connecter maintenant, c'est par SSH avec mon username Bud. D'accord? Donc, ce qui est à retenir, là, les éléments essentiels pour être capable de fonctionner avec SSH, hostname, nom de domaine, les clés. Okay? Mais la bonne pratique, c'est naturellement à ça de désactiver le telnet et de mettre l'authentification pour quand on se connecte à distance, un peu comme on a vu. J'espère que ça démystifie un peu les subtilités entre les deux. Parce que naturellement, quand on vous montre les méthodes, on vous montre les bonnes pratiques comme on avait fait, mais des fois peut-être qu'on ne détaille pas les éléments qui font en sorte que ça fonctionne ou que ça ne fonctionne pas, là, les limites de chacun. Donc, c'est tout pour cette capsule.